Bienvenue dans Agora, votre émission de débat citoyenne et participative. Nous sommes à Ajaccio. C'est une maladie qui ne préoccupe plus assez, malgré les nouvelles contaminations en Corse comme ailleurs, malgré l'obligation d'un traitement à vie dès lors que l'on est diagnostiqué séropositif. Sida, l'épidémie invisible, c'est maintenant dans Agora. Eh bien, nous nous retrouvons à la terrasse d'un établissement de la Place du Diamant. Et avant de rejoindre mes invités, eh bien, je vais distribuer les fameux téléphones Agora afin que vous puissiez filmer nos échanges. Allez, tiens, on va aller dans cette direction. Merci. Votre regard nous intéresse. Ce sont des images qui vont être utilisées au montage final de l'émission. Merci, madame. Et merci à tous les trois de m'avoir rejoint sur cette belle terrasse pour évoquer le thème du sida, de cette épidémie invisible. Alors avant de débuter nos échanges, je voulais vous faire écouter une vidéo que nous avons tournée en amont de cette émission. C'est Michel qui nous parle. Michel est séropositif et je vous propose d'écouter immédiatement son témoignage. On m'a annoncé ma séropositivité dans les années 90, suite à un examen de sang prénuptial. Du coup, ma vie personnelle et professionnelle s'en est trouvée bien impactée, et ce qui est toujours le cas à l'heure actuelle. J'ai un bon métier dans les mains, je n'ai pas pu l'exercer à cause de cette maladie, comme je l'aurais voulu. Au niveau sentimental, ça a été aussi très compliqué. Je suis célibataire. J'ai connu les premiers traitements, AZT, un traitement très violent avec énormément d'effets secondaires. Ces traitements m'ont même très affaibli, tellement qu'à une période, on ne savait pas si j'allais m'en sortir. Après, à partir de 2002, les traitements ont commencé à s'arranger. Aujourd'hui, c'est un peu plus simple, mais ce sont toujours des traitements très contraignants, qui fatiguent et qui impliquent un suivi régulier et constant. Sylvie Marcage, vous êtes la présidente de l'association Aiuto Corse. J'aimerais tout de suite entendre votre réaction. Bon, Michel a découvert sa séropositivité, on l'a entendu, il y a plus de 20 ans. Il a connu différents traitements, rencontré des difficultés personnelles, professionnelles. J'imagine que ce profil correspond à ce type de personnes que vous êtes amené à croiser, à soutenir au sein de votre association. Oui, c'est ça. Nous, au sein de notre structure, on suit des personnes le plus souvent infectées de longue date, donc qui ont tout un parcours de vie avec le soin, avec la maladie, la peur de mourir. Donc ils ont vécu, surtout les premières années, enfin c'est les témoignages, nous, qu'on en a, dont le témoignage de Michel, mais bien d'autres, qui disent qu'au moment où ils ont appris cette séropositivité dans les années 90, enfin il y a bientôt 30 ans, voire plus pour certains, ils pensaient qu'ils n'allaient pas vivre, pas du tout. Ce qui est logique, puisque à cette époque-là, malheureusement, l'épidémie faisait... Ah oui, c'était très très nombreux, donc voilà. Mais ils sont là. Dani Papi, pour votre part, vous êtes présidente de l'association Corsica Sida. Existe-t-il un profil type de personnes séropositives qui ont recours au soutien de votre association? Oui, il n'y a pas spécialement un profil type, je veux dire. Ce sont, comme l'a dit Sylvie, des gens qui sont séropositifs depuis plusieurs années. On voit souvent les mêmes, je veux dire, et effectivement, ce qu'a dit ce patient, c'est exactement ce qui ressort, je dirais, des autres personnes qu'on rencontre. Sauf que maintenant, je veux dire, il y a quand même, vu les traitements qu'il y a je dirais, une façon d'appréhender la maladie qui est tout à fait différente. On aura l'occasion d'y revenir, mais au-delà de la sensibilisation, et ça aussi on y reviendra, que votre association ainsi que celle de Madame Marcage fait autour du VIH, quelle forme prend l'accompagnement des malades assurés par Corsica Sida? L'accompagnement des malades, c'est surtout un accompagnement psychologique, c'est-à-dire les gens, ils ont besoin de parler. Souvent, ils se déplacent, ou alors c'est des communications téléphoniques, parce qu'on a des patients qui ne sont pas spécialement à Ajaccio. On en a beaucoup en Haute-Corse, partout en Corse. Mais surtout en Haute-Corse, J'ai l'impression d'ailleurs que le mouvement associatif est moins présent en Haute-Corse, je me trompe? Il n'est même pas présent. Il n'existe pas. Il n'existe pas. Alors, docteur Jean-François Pietri, pour votre part, vous êtes médecin. Vous avez participé en 1993 à la création du service d'infectiologie de l'hôpital d'Ajaccio. Les associations, et sans doute vous-même, vous suivez des malades qui ont été
pour certains infectés par le virus, voilà de nombreuses années. Mais j'aimerais quand même que vous nous fassiez un point. Il ne faudrait pas s'abuser non plus, hein. Je pense que de jeunes patients découvrent encore leur séropositivité à l'heure actuelle. En Corse, vous confirmez? Tout à fait. Donc le problème qui demeure en 2019, c'est qu'on rencontre en France 6400 séropositivités chaque année. Et donc, quelque part, c'est bien un échec du dépistage, c'est bien un échec de la prévention, alors que depuis 30 ans, on ne fait qu'augmenter effectivement les possibilités de dépistage et de prévention. En Corse, vous avez des exemples de cas nouveaux de en Corse, séropositivité évidemment, à l'échelle de récente. la société corse, qui est peu nombreuse. On va avoir peut-être un séropositif supplémentaire par an. Ça représente 6000 cas, évidemment, à l'échelle nationale. Le grand progrès qu'on peut signaler et qui va recouper le dépistage et la prévention, c'est l'efficacité des traitements que vient de citer Mme Pape. Le fait est qu'aujourd'hui, les traitements sont devenus tellement efficaces et mieux tolérés que les gens traités ne sont plus transmetteurs du VIH. Ça, c'est une avancée énorme, c'est-à-dire que le traitement des personnes séropositives est devenu un moyen de prévention, c'est-à-dire de rupture de la chaîne de transmission. Peut-être que vous pouvez faire un petit point à nos téléspectateurs justement sur ces traitements. On parle de traitements au niveau général. De quoi il s'agit exactement? Alors, les traitements, les fameuses trithérapies qui associent 3 principes thérapeutiques ont été inventés maintenant il y a plus de 20 ans. Aujourd'hui, on a plus de 20 molécules qui sont sur le marché et qui permettent d'avoir ce qu'on appelle une indétectabilité du virus dans le sang des patients, c'est-à-dire que quand on cherche ce virus par prise de sang, on ne le trouve pas. Et ceci est corroboré par le fait que, et ça a été prouvé par de nombreuses études, ces personnes-là ne sont plus transmetteuses du virus du sida. Ouais, très bien. Alors, vous disiez tout à l'heure qu'effectivement, on arrivait, les gens qui reçoivent ces traitements arrivent à vivre avec. Mais enfin, j'imagine qu'il ne faudrait pas non plus, encore une fois, abuser les gens. On vit quand même avec des traitements à vie. J'imagine que c'est quand même assez lourd à porter. Voilà. Donc, le sida est devenu une maladie chronique. Les gens atteints prennent un comprimé par jour qui associe ces 3 principes thérapeutiques. Il n'y a qu'un comprimé par jour. C'est un progrès où à l'époque, il fallait en prendre 20. Donc, la survie est indéterminée, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on imagine qu'il n'y a plus de limite de durée de vie sous traitement. La contrainte, c'est de le prendre, et les progrès ne cessent de s'accumuler, c'est-à-dire que probablement en 2020, arrivera en France la possibilité de ne plus prendre un comprimé tous les jours, mais 4 jours par semaine. Ceci est déjà validé par de nombreuses études dans le monde, et des études sont en cours en France, qui se termineront en 2020 et qui permettront l'accès à de nombreux patients. Très bien. Alors, on va poursuivre ce point à travers quelques chiffres très rapidement. Et Sylvie Marcaggi, Dani Pape, puis vous aurez l'occasion de réagir. On parle de 34 millions de personnes vivant avec le VIH-Sida dans le monde. Vous l'avez dit, plus de 6000 nouvelles contaminations, 6400 recensées chaque année en France. Avant que vous réagissiez à ça, moi quand même, il y a quelque chose qui me frappe. Hein. C'est qu'en cherchant des chiffres, je me rends compte qu'on est très flou sur la Corse. Hein. En fait, on a très peu de données, à part peut-être appliquées de façon proportionnelle. Mais comment ça se fait alors, Dani Pape? Je pense que c'est caché. Le sida, c'est la maladie qui dérange déjà. Enfin, on parle quand même, il y a des politiques de santé publique qui en dépendent. On n'arrive pas à voir les chiffres. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui, pour l'anonymat, vont se faire dépister à l'extérieur aussi. À Marseille, notamment, voilà, on parle de patients corse. À Paris ou à l'occasion d'un voyage quelque part, ils se font dépister. D'où le problème des traitements après qui suit. Parce qu'il faut quand même qu'ils prennent leur traitement ici. Ils ne peuvent pas partir chaque fois prendre le traitement à l'extérieur. Mais il y en a qui le font. On a parmi les personnes dont on s'occupe des gens qui suivent leur traitement à l'extérieur de façon à être complètement anonyme. Ouais, très bien. Le problème chez nous, c'est ça. Sylvie Marcaggi? Oui, il y a de ça, mais c'est peut-être pas que. Oui, on le sait, hein, qu'il y a aussi une... Je vous voyais d'ailleurs un petit peu opiner du chef quand je parlais de ces diagnostics tardifs, de cette épidémie cachée. Aujourd'hui, c'est l'une des principales problématiques. Bien sûr, quelqu'un qui est contaminé récemment, qui fait un test et qui va être pris en charge médicalement, il est tranquille. Il va prendre ce traitement, bien sûr, à vie, tranquille, façon de parler, mais en tous les cas, il ne développera pas de maladie opportuniste, il restera indétectable, comme a dit le docteur Pietri. Enfin, je veux dire, c'est énorme quand même. Et indétectable, et donc il ne transmet plus. Vous vous rendez compte l'importance bien sûr. que ça a pour faire diminuer cette épidémie?
Malheureusement, c'est un chiffre, enfin pour moi, je trouve que c'est un chiffre catastrophique. À l'heure d'aujourd'hui, on est quand même informé qu'il y a du dépistage, je pense, même si la baisse, effectivement, sur la thématique sida nationale est évidente en termes de presse, etc. Mais quand même, tout le monde sait que bon, vous pouvez aller dans un laboratoire, vous pouvez aller dans une association, vous pouvez faire un autotest. Je veux On dire, aura l'occasion d'y revenir, mais voilà. je voulais déjà faire un premier passage dans le public, parce qu'on aime bien également avoir des réactions du public dans Agora. Monsieur, je voyais écouter attentivement du coin de l'œil. Peut-être que vous voulez apporter un témoignage ou poser une question. Présentez-vous, je vous en prie. Alors, je me présente, je suis José Scanavino, je suis animateur social à l'hôpital Eugénie. D'accord. Et j'ai été l'un des animateurs durant des années, même maintenant, de l'association Corsica Sida avec Dany Pape. D'accord. Nous avions organisé pour sensibiliser la jeunesse corse, qui était une première en Corse. Nous avions fait les Mister Corse dans toute la Corse avec les discothèques qui étaient en partenariat avec nous. Et ce message dans toutes les discothèques avait été vraiment un énorme élan. Et cela, ça fait des années. Ça ne s'est fait plus parce que il y a eu des médias qui se sont mêlés de cette animation. C'était un bon moyen de toucher les C'était un jeunes, bon moyen de j'imagine. Et toucher. j'imagine que vous regrettez qu'aujourd'hui, ce type d'initiative... Hélas, oui, parce que je pense qu'il n'y a pas assez de prévention au niveau de la jeunesse corse. Très bien, merci pour ce témoignage. Sylvie Marcaggi, Dany Pape, pas assez de sensibilisation, pas assez de prévention. J'imagine Il n'y a plus de que grande vous campagne rejoignez nationale. Il n'y a une plus de partie campagne de ce nationale. discours. Le problème, il est là. Chaque année, on sait très bien qu'il y a d'autres pathologies qui sont mises en évidence. C'est pour ça qu'on parle de moins en moins du sida. Et chez nous en Corse, on n'en parle pas du tout. Sur les campagnes nationales, on pourrait presque considérer, Il y en a si plus. je force un peu le trait, que peut-être que la dernière campagne, ça a été un film, 120 battements par minute, où on a reparlé effectivement du sida. Effectivement, ça Alors, pour relançait moi, un c'était petit une peu. catastrophe, ce film, je Ah le bon dis. Là, franchement, on a mis quoi en évidence l'homosexualité des gens. Il n'y a pas que les C'est un homosexuels. retour sur une Voilà, association. on est bien L'histoire d'accord. du- Voilà. Justement, sur cet aspect de campagne menée par les pouvoirs publics. Votre regard, il n'en existe plus Le à proprement problème, il parler. est là. Il est quasiment inexistant aujourd'hui. Moi, je pense que Act Up, qui a relancé effectivement avec ce film un témoignage quand même fort, que ça plaise ou pas, c'est leur histoire. Elle a été quand même très importante. Quand on voit qu'à la Très fin de ce douloureuse. film, ils jettent des cendres dans les cafés, moi je vois pas ce que les gens, ça leur fait plus peur qu'autre chose. Docteur Pietri, c'est dommageable qu'aujourd'hui le sida apparaisse finalement comme une maladie chronique parmi tant d'autres. Elle est ramenée vraiment. C'est une maladie chronique, mais on a C'est pas une ça maladie comme participe les d'une autres. forme de banalisation. Voilà. Oui, Voilà, c'est ce que je une veux maladie dire. chronique. C'est une banalisation par son suivi, Oui. c'est exact. C'est pas une banalisation par son état. C'est-à-dire que les malades, aujourd'hui, même traités, même effectivement indétectables, sont assujettis à leur traitement, sont dans la crainte, et certains dans la crainte totale de divulguer leur maladie. C'est la maladie du secret. Certains sont capables de rompre ce secret, de pouvoir rentrer dans une vie globalement normale, entre guillemets, mais d'autres ne le peuvent pas. Ils sont rares, Ne enfin, le ils sont en peuvent pas. minorité, ceux-là, Oui. d'après ce que vous... Il y a des gens qui ne Constater. peuvent pas. Oui, je trouve que c'est vraiment très compliqué. Voilà. Que Sylvie Marcaggi. ce soit devenu une maladie chronique grâce au traitement, c'est tout à fait juste. Mais dans le mot chronique, on banalise. Moi, je dis que ce n'est pas une maladie comme les autres. Il y a tout ce poids, effectivement, de la société. Malgré tout, il y a encore du rejet, il y a encore des discriminations. Bon, tout ça, vivre dans le secret toute une vie, c'est pas aussi simple que ça en a l'air. Vivre dans la précarité. Alors moi, je peux vous parler essentiellement de ça, parce que moi, les personnes qui viennent à l'association, qui sont reçues pour la plupart depuis de nombreuses années, que je suis depuis de nombreuses années, sont quand même dans la précarité. Ça ne veut pas dire que l'image du VIH, ils sont une partie... dans toutes les classes voilà. sociales, hein, Oui, voilà. oui. Ça ne veut pas dire que toutes les personnes séropositives sont dans la précarité, c'est totalement faux. Moi, je peux parler de ceux dont l'association Ceux que vous croisez qui sont en situation Voilà, de précarité, voilà. est-ce que la maladie est un des ressorts qui explique qu'ils soient dans cette situation aujourd'hui précaire? Surtout l'histoire. Surtout leur C'est-à-dire histoire. leur histoire. C'est-à-dire l'histoire qui a commencé dans la période du film que vous citiez tout à l'heure. Cette période où c'était la période noire du sida, où les gens mouraient dans l'année quand on déclarait la maladie. D'accord ?
Donc ces patients-là sont passés par là, s'en sont sortis parce qu'ils ont atteint la période des trithérapies et ils ont perdu quand même beaucoup de leur potentiel de vie. Leur travail, leurs relations, etc. Donc ces gens, effectivement, comme dit Sylvie, aujourd'hui ont besoin encore de soutien et de soutien continu. Pour vivre, en fait. De soutien pour vivre. Alors moi, C'est des gens qui ne s'attendaient pas à vivre. Ouais, Moi, c'est ça. c'est un peu le résumé que j'aurais globalement. Les gens qui ne s'attendaient pas à vivre. Ils ne s'attendaient pas à vivre. Qu'est-ce qu'ils font de leur vie? Ils sont dans des difficultés sociales, souvent familiales, souvent seuls. Ils ne savent pas quoi en faire de cette vie, pour finir. En faisant les recherches pour cette émission, il y a un chiffre, un pourcentage, un taux qui m'a frappé. J'aimerais bien vous faire réagir dessus. Ça concerne les jeunes, justement, qu'évoquait ce monsieur dans le public. Selon le SIDAction, le nombre de nouvelles infections chez les 15-24 ans a augmenté de 24% depuis 2007. En France. Moi, voilà, on voit bien que là, ce chiffre montre à quel point cette maladie, aujourd'hui, elle reste actuelle. Elle concerne notre jeunesse et pas seulement des patients. Mais la jeunesse ne se protège pas, monsieur. La jeunesse ne se protège pas. Nous, on le voit autour de nous. Le fameux sortez couvert de l'époque. Sortez couvert, c'est fini, quoi, je veux dire. Quand vous arrivez en discothèque avec vos préservatifs, ils vous passent devant et vous disent « Ouais, c'est bon, hein, c'est bon. » Comme pour dire, on connaît. Là, hein, vous parlez d'expériences très concrètes. Absolument. En intervenant en Et discothèque. puis, de toute façon, les gens ne se protègent pas. C'est demander quand vous faites. Moi, j'ai fait une action avant les vacances à la chambre de commerce où il y avait justement des apprentis. Je leur ai demandé à tous ceux qui étaient là. J'ai dit bon, vous avez un préservatif sur vous? Pourquoi faire? J'ai dit, je sais pas. Vous sortez quand même de temps en temps. Ouais, c'est bon, on va pas encore se balader avec ça. Maintenant, ça y est, c'est fini. De toute façon, on est soigné et c'est bon. Donc, dans la tête des gens, à partir de l'instant où les gens sont soignés, ils se protègent plus. Et ça, il faut dire ce qu'il y a, c'est vrai, les gens ne se protègent plus. Sylvie Marcage, vous partagez Oui, plus ces ou moins quand observations même, oui. Mais pourquoi ils ne se protègent plus? Il faut se poser la question du pourquoi. Parce qu'ils pensent qu'il y a des traitements et à partir de là, ça leur suffit. Sylvie Marcage, Pas que. c'est-à-dire, Ils ne alors connaissent pas les modes de contamination, ils n'en parlent pas. C'est un sujet. Depuis 30 ans. Enfin, encore une fois, Les ça jeunes, fait je 30 parle ans. des jeunes. Oui. Oui, mais on est il y a 30 ans en arrière avec les jeunes, d'accord? Sauf que pour eux, c'est une maladie chronique. Effectivement, on prend un traitement et puis voilà. Mais au niveau des connaissances, on repart en arrière pour moi. Les jeunes ne sont plus informés. Les familles... Les jeunes d'il y a 10 ans étaient plus informés, en fait. Il y a Pourquoi? eu- Parce que là, il y avait des Il y campagnes a eu- d'information. Oui. Il me semble Oui. aussi qu'on en Oui. parlait Oui, dans on les en parlait. établissements scolaires. Oui, Aujourd'hui, surtout une visibilité de l'épidémie qu'on n'a plus. Voilà. La visibilité de l'épidémie, c'était malheureusement les enterrements. Qui n'a pas vu dans sa famille ou parmi ses amis quelqu'un qui est mort du sida? Ça, c'était dans les années 80-90. Hein, et donc, la visibilité faisait quelque part une diffusion de l'information. Et c'est vrai que ça n'existe plus aujourd'hui. La visibilité n'est plus là. La maladie reste. Elle reste pour nous, pour les gens soignés, des gens qui ont une moyenne d'âge élevée. Hein. La moyenne d'âge des gens qu'on suit, c'est 53 ans. Hein. Mais ça va de 28 à 76 ans. oui, mais c'est ça, voilà. D'accord. C'est Mais pas une ça maladie n'empêche vieux, pas- si vous me passez l'expression. Ça quoi. n'empêche pas Ouais. que des gens jeunes se contaminent. Et la dernière, justement, la dernière qu'on a pu relever c'est comme vrai. contamination ici même, En Corse, vous voulez c'est dire? une jeune, Ouais. 28 ans, Ouais, voilà. en début de grossesse. Alors, je vous propose de retrouver Michel une deuxième fois, qui a bien voulu nous livrer ce témoignage de façon anonyme. Alors voilà, ça me permet de parler peut-être aussi de cet aspect discrimination qu'on a commencé à évoquer. Je lui ai demandé s'il estimait la situation plus compliquée en Corse que sur le continent pour une personne séropositive en raison des liens de proximité qui existent sur l'île et donc le risque d'être identifié comme porteur du virus. Et plus généralement, s'il s'est senti discriminé, on l'écoute. Moi, j'ai eu la chance de ne pas connaître de discrimination familiale déjà, et peu en amitié, mais bon, contrairement à certaines personnes qui, eux, se sont retrouvées complètement rejetées par leur famille. Les rares discriminations que j'ai pu rencontrer, le plus souvent, c'est dans le milieu médical, souvent chez les dentistes. Bon, sinon, je ne le chante pas non plus sur les toits, mais dans mon entourage, c'est très bien accepté. Je n'ai pas de soucis de ce côté-là. Je connais des gens qui vont se faire soigner sur le continent par peur, justement, du qu'en dira-t-on, quoi, de ce que les gens peuvent penser ici. Et voilà. Dany Pape, par rapport à d'autres malades que vous soutenez, que vous suivez, est-ce que vous estimez que Michel
est plutôt chanceux dans le sens où il n'a enduré, si on l'écoute Oui. bien, que peu de discrimination et que son entourage était là. auprès de Oui, lui. je pense que c'est important. Ce qui est important, l'entourage est important. Et je pense qu'il ne faut pas avoir peur de. On parle, vous savez, les gens qui ont un cancer aussi n'en parlent pas. Hein. C'est aussi une maladie qui fait peur. Hein. Bon, à partir de l'instant où le sida, c'est la maladie de la honte, parce que c'est ça, le sida, on a trop approprié, je dirais, le sida à l'homosexualité qui, chez nous, est banalisée aussi, il faut le reconnaître. Donc, à partir de là, je veux dire, les gens n'en parlent pas parce qu'ils ont peur du regard des autres, du fait qu'on associe chaque fois cette maladie à quelqu'un d'autre, à une autre population. Donc, à partir de là, effectivement, il y a de la discrimination. Sylvie Marcage, cet aspect discrimination également avec les gens que vous suivez, c'est un élément que vous retrouvez régulièrement? Oui, oui, bien sûr. Et beaucoup de gens quand même seuls, isolés, éloignés des familles. Il y en a quand même beaucoup. Hein. C'est pas la majorité, hein, mais enfin il y en a effectivement. Je sais, j'arrive pas à comprendre qu'on est quand même bientôt en 2020. Je veux dire qu'on est encore. Mais je pense aussi qu'il y a de la méconnaissance des gens. La peur reste toujours présente. C'est vraiment. La maladie est difficile, rien qu'avec ça. Je veux dire, il faut vivre avec ça. Il faut. Bon. Alors, encore une fois, tout le monde n'est pas non plus dans cette situation. Il y a des gens qui sont socialement intégrés, qui sont mariés, qui ont des enfants aujourd'hui. Enfin, je veux dire, ce n'est pas non plus... voilà, c'est une image compactée parce que moi, je m'occupe de gens en difficulté. Encore une fois, je veux quand même préciser que ce n'est pas le cas de tout le monde. Bien sûr. Alors, si vous êtes d'accord, peut-être qu'on peut refaire un petit tour dans le public. Hein, Moi, je voudrais juste rajouter quelque chose à ce que vous avez dit et ce qu'ont dit mes amis là. Je pense que celui qui, à l'heure actuelle, n'est pas informé, c'est qu'il ne le veut pas. Parce que les campagnes de prévention, on en a tous fait, et beaucoup. Nous, sur le terrain, on y est depuis plus de 22 ans. Ainsi que Sylvie. Donc je pense quand même qu'avec toutes les campagnes de prévention qu'on a fait, d'information, les affiches qu'on fait, tout ce qu'on dit partout où on va, celui qui ne veut pas s'informer, c'est que vraiment il ne veut pas. À l'heure actuelle, franchement. Moi, je pense que même avec la meilleure volonté du monde, il y a aussi des questions de moyens. Là, quand on parle de prévention, on parle d'argent. Hein, on parle de politique, en fait. On va loin. Hein. Oui, non, mais bien sûr. Voilà. Donc, on est quand même freiné par beaucoup de choses, et surtout financières. On fait ce qu'on peut. Pour moi, c'est insuffisant. Docteur Même à Pietri, nous deux. vous estimez effectivement qu'aujourd'hui, c'est une maladie qui manque de moyens, que ce soit de prévention, Alors, je ne sais pas, pour la recherche. Comme on l'a dit tout à l'heure, l'État se repose sur les associations du point de vue de ce travail de prévention et de dépistage en partie. Et c'est vrai que c'est un travail ingrat dans la mesure où il n'y a pas toujours les moyens à la hauteur de ce qu'on devrait faire, quoi. On est sur un grand territoire géographique, je veux dire. Allez, La j'étais moindre parti pour, action qu'on fait, comprenez? Eh bien, je comprends Voilà, bien. c'est compliqué. On va peut-être aller voir dans le public s'il y a Allez, une réaction, une remarque à ce qui a pu être dit. Oui, hein, madame, je vous écoute. N'hésitez pas à vous présenter. Je m'appelle Audrey, je fais partie de l'association Ayutu Corse en tant qu'animatrice de soutien et d'accompagnement. Je voudrais rebondir effectivement sur la question de la prévention. Au niveau de l'association, donc cet été on a fait un peu ce qu'on a pu aussi pour les soirées, les choses comme ça. On parlait des jeunes tout à l'heure. Effectivement, il y a un grand manque de moyens pour les associations, dans le sens où dès qu'on veut faire quelque chose, dès qu'on veut se déplacer, etc., malgré toute la bonne volonté du monde, on est heurté au manque de moyens financiers, déjà, et au manque de moyens humains. Voilà. C'est vrai que quand on veut se déplacer, comme le soulignait Sylvie Marcage, quand on veut se déplacer en Haute-Corse, en Corse du Sud, etc., tout de suite, on est bloqué, déjà parce que nous ne sommes que 3 au niveau de l'association, voilà, à l'année. C'est compliqué d'intervenir là où on voudrait, partout où on le voudrait, déjà. Je ne vois pas beaucoup de jeunes bénévoles, moi, je trouve, dans ces associations. Alors qu'on a parlé des jeunes, Alors, ils sont quand même concernés. Il y a des bénévoles, mais ce sont aussi des personnes qui travaillent. Voilà, quand on veut aller intervenir dans les lycées, dans les collèges, lors de soirées, c'est pas évident de rassembler tout le monde. Voilà, c'est vrai que c'est compliqué. C'est compliqué.
Merci pour ce témoignage qui est vraiment un témoignage de terrain. Effectivement, le manque de moyens, on en parlait en termes de prévention. Bon, Sylvie Marcade, vous pouvez peut-être poursuivre sur cet aspect-là, puisque j'ai bien cru comprendre que vous travaillez ensemble. Ah oui, tout à fait. Mais c'est vrai qu'on est confronté à des manques de moyens mais évidents, quoi. Je veux dire, des idées, on en a. De la bonne volonté, on en a. Mais et bon, je voulais on peut peut-être pas... souligner quelque chose d'intéressant. J'ai noté désormais qu'une manière de faire de la prévention, ça passait notamment par les applications de rencontres. On va sur Tinder, sur Grindr, Voilà. Peut-être même plus désormais Alors, qu'en discothèque ou, tout à fait. ou sur les plages. C'est vrai qu'on a orienté un peu la prévention au goût du jour. Hein. Il faut s'adapter au comportement de la population. Il y a donc des applications de rencontres diverses, hein, il y en a beaucoup, mais enfin on est essentiellement axé sur Tinder, qui est donc une application de rencontre tout public, et sur Grindr, qui est une application de rencontre pour le public homosexuel. Donc on essaye, c'est assez récent, il y a quelques mois, on essaye donc de sensibiliser les gens qui échangent, qui essayent de faire des rencontres. On est vraiment au stade encore d'essai, mais on trouve quand même que ça fonctionne pas si mal. C'est plutôt bien accueilli sur les deux applications. Bon, parfois, ça surprend les gens, évidemment. Mais globalement, on est quand même bien accueillis. On ne suit pas pour autant tout le monde. Il y a des gens qui abandonnent quand ils savent à qui ils ont affaire. Mais il y a aussi des gens qui parlent, qui discutent. Il y a des gens aussi qui sont intéressés par le dépistage. Alors bon, pour l'instant, c'est des petites quantités. Mais en attendant, petit à petit, ça porte ses fruits. Peut-être pour terminer, docteur Pietri, est-ce qu'on parlait de moyens aujourd'hui en Corse? Quelqu'un qui est diagnostiqué séropositif au détour d'un examen ou autre, aujourd'hui vraiment la prise en charge de ce malade, je sais, je l'ai dit tout à l'heure, vous avez participé à la création d'un service infectiologie qui n'existe plus en tant que tel à l'hôpital. Donc, il y a toujours une consultation, bien et sûr. il faut que toute la population le sache à l'hôpital d'Ajaccio, et c'est le docteur Poitrenaud qui s'en occupe. Donc il y a toujours cet accès hospitalier pour les patients séropositifs. Donc c'est vrai qu'on n'a pas parlé encore du tout, et peut-être une information supplémentaire, c'est l'émergence des traitements de prévention d'exposition. C'est-à-dire que maintenant il existe des traitements validés qui sont pris par des gens séronégatifs, mais qui prennent des risques, notamment sur le plan sexuel. Et ces gens, prenant un médicament tous les jours, évitent la contamination par le VIH. Ceci est parfaitement validé. Il y a à peu près 10 000 personnes en France qui le font, surtout des homosexuels, mais c'est parfaitement valable, et donc ça fait partie des informations que l'on voit passer par ces réseaux de communication. Ouais, c'est très important, quoi. Je veux dire, encore une fois, on se rend compte que le public n'est pas bien informé, quoi. Je veux dire, on le voit quand on parle de ce traitement. Il y a un type de population qui effectivement va être informée. C'est pas la majorité quand même, hein. Comme le dépistage, hein, toutes les formes de dépistage. On parle de TROD, de tests rapides. Voilà. La majorité des gens ne savent pas. Hein. Merci de l'avoir rappelé. On arrive déjà au terme de cette émission. J'en profite. Au-delà du remerciement que je vous adresse là sur ce plateau, surtout à dire aux gens, vous êtes là, vous êtes des acteurs de terrain, il y a des associations, Ayutu-Corse ou Corsica Sida, il y a des professionnels sur le terrain. J'en profite aussi pour remercier Michel de son témoignage. Pour ma part, je vous donne rendez-vous très vite pour un prochain numéro d'Agora. Et en attendant, je ne saurais jamais trop vous inciter contre les idées reçues à privilégier toujours le débat. Merci.